transport de voyageurs voulu par Bruxelles d'ici 2019. Ce sont les mêmes logiques de la concurrence libre et non faussée qui sont à l'œuvre dans le transport aérien et qui se traduit par le mouvement social que nous connaissons ces derniers jours dans les aéroports. Jeudi 13 juin 2013, les syndicats de cheminots exprimeront eux aussi leur désaccord avec le texte qui leur est soumis et qui ne réglera nullement les problèmes de RFF et de la SNCF. Dans ce contexte, les élus Front de gauche, communistes et unitaires au Conseil régional Nord-Pas-de-Calais réaffirment le soutien qu'ils apportent aux cheminots en lutte et en appellent à une véritable réforme portée par une logique d'intérêt général et non dictée par les dogmes de Bruxelles. Je pense qu'on peut les applaudir sur ce sujet. Je vous remercie donc de votre présence et d'avoir répondu à notre appel. Le gouvernement, par l'intermédiaire... Je suis dans le sens du vent. Merci. Le gouvernement, par l'intermédiaire de son ministre délégué au transport, a présenté le 29 mai dernier les grandes lignes d'un projet de loi portant sur la réforme du système ferroviaire. Effectivement, une réforme est nécessaire. L'organisation actuelle a prouvé toute son inefficacité. L'état du réseau est imparfait et la qualité du transport offert aux usagers démontre que la structuration en deux entités, RFF et la SNCF, a largement contribué à atteindre cette situation. La création de RFF résulte d'une décision prise en 1997 sous prétexte de l'exigence européenne de séparer de façon comptable la gestion des infrastructures au sein d'un EPIC. Le gouvernement de l'époque a trouvé un moyen de cantonner la dette issue de la création des LGV, lignes à grande vitesse, permettant ainsi à l'État français de se désengager financièrement de ses obligations en termes d'aménagement du territoire. Depuis, cette dette illégitime n'a cessé de grossir et le réseau a poursuivi sa dégradation. Ce sont les cheminots et les citoyens français qui payent le lourd tribut de cet héritage et de ces décisions politiques. Les travaux et réflexions sur le système ferroviaire ont débuté en 2010, à partir du rapport du sénateur Grignon. Sur l'ouverture à la concurrence, rapidement, chacun a pu constater que les vrais problèmes du ferroviaire en France ne trouveront pas solution par la libéralisation de ce secteur d'activité. D'ailleurs, l'exemple du fret est édifiant. Depuis les premières mesures de libéralisation prises en 2003, le nombre de tonnes de marchandises transportées par rail a été divisé par 2, passant de 17 à 9%, dans un volume total qui n'a jamais cessé de croître sur la même période. Nous sommes bien loin des ambitions du report modal issu du Grenelle de l'environnement, qui visait 25% de marchandises transportées par voie ferrée d'ici à 2022. Aujourd'hui, chacun s'accorde à dire que les vrais sujets à régler pour développer le transport ferré sont l'organisation du système par sa réunification et un financement de celui-ci pour rester dans un niveau d'endettement supportable, tout en poursuivant les travaux de rénovation, d'entretien et de développement nécessaires. Les propos du ministre en octobre 2012 sur ce thème se voulaient rassurants. Il annonçait vouloir, je cite, réunifier le système en un pôle public national et offrir à la nation un service ferroviaire de qualité. Il nous a semblé que le gouvernement avait la volonté de s'engager dans une réforme qui allait dans la voie du service public, sans chercher à réduire les conditions sociales des cheminots. Ainsi, après quelques mois de travaux et d'auditions, chacun était en attente. On reste en attente. Des rapports de Jean-Louis Bianco et de Jacques Oxiette. Le ministre des Transports s'est appuyé sur ces rapports pour présenter les grandes lignes d'un projet de loi. Nous ne vous cacherons pas que nous sommes fortement déçus par le contenu des textes publiés le 22 avril dernier et par la communication faite par ce gouvernement. Alors que chacun s'accorde à dire que l'éclatement du système est un frein à son efficacité, le projet de loi ouvre une perspective de passer de 2 à 3 EPIC en matière de simplification. Je pense qu'on a vu beaucoup mieux. Nous sommes encore loin de nos attentes en matière de réunification et d'intégration réelle et pérenne de la SNCF. Ce projet fait de la concurrence des transports de voyageurs nationaux une évidence à l'horizon 2019, alors que seules des décisions politiques peuvent nous engager vers une telle libéralisation du secteur. Nous réaffirmons notre opposition à la concurrence qui favorise le dumping social. Nous réaffirmons que le gouvernement et la majorité parlementaire sont en mesure d'agir pour garder et renforcer le monopole public de la SNCF dans le cadre d'un grand service public national de transport ferroviaire. Ce ne sont pas les libéraux
de la Commission des transports européens qui doivent dicter le choix structurant de notre politique nationale de transport. Ce projet n'amène toujours pas de solution concernant le financement et le traitement de la dette, si ce n'est de les faire porter en majeure partie par les cheminots via une nouvelle augmentation de la productivité. Doit-on rappeler ce que les cheminots vivent depuis plus de 10 ans en termes de réduction d'effectifs, l'impact de cette politique sur la qualité de la production et sur les conditions de vie et de travail des personnels de la SNCF. Si vraiment il y a recherche d'efficacité, c'est par la mutualisation des moyens et la rupture de la stratégie de cloisonnement de l'entreprise par activité qu'il faut agir. Ces séparations structurelles qui empêchent les cheminots de travailler ensemble, elles doivent être abandonnées. Elles sont source de souffrance, de perte du sens du travail, mais aussi d'un gaspillage inégalé des moyens. Profitant de la réforme pour renouer avec une organisation du travail mutualisée et au service de toutes les activités. Si l'on fait le lien entre ces préconisations et le volet social de la réforme, il est évident que cela n'augure rien de bon. Et nous rappelons que la CGT n'acceptera aucune régression sociale. Au contraire, nous souhaitons que cette réforme puisse être l'occasion d'améliorer les conditions sociales et de travail de l'ensemble des travailleurs du rail, en se servant du statut des cheminots de la SNCF comme référence et de la réglementation du travail applicable à la SNCF comme base minimale. Concernant le rapport Oxiette, notre analyse est tout aussi critique. Il va jusqu'à préconiser un éclatement de l'entreprise et un éclatement du réseau, une attribution directe des ateliers du matériel et des rames aux régions. Les propositions de M. Oxiette s'opposent à notre vision d'un grand service public national. Le rôle des régions a été important dans le développement des transports régionaux, mais il ne faut surtout pas que l'on passe d'une régionalisation des transports à un hyper-régionalisme qui pourrait conduire à l'ouverture à la concurrence ou à la privatisation au détriment du service public. Les transports du quotidien s'inscrivent dans une construction nationale où s'articulent trains régionaux, nationaux, de voyageurs, mais aussi les trains de fret, avec une insertion dans le plan de transport, des travaux et de développement du réseau. La rigidité naturelle du système ferroviaire interdit toute organisation indépendante des travaux et des différentes circulations pour être efficace. C'est en ce sens que seule une entreprise unique et intégrée peut être pertinente. Le dernier point que nous souhaitons évoquer est celui des trains nationaux intercités, les trains d'équilibre du territoire. Ils ne sont pas évoqués par le ministre. Par contre, les préconisations des rapports sont inquiétantes. Nous rappelons notre attachement à ces circulations qui garantissent un réel traitement équitable des citoyens sur l'ensemble du territoire. En ce sens, ils doivent rester des trains nationaux et nous refusons tout projet visant à transformer certains d'entre eux en trains interrégionaux, à la charge des autorités organisatrices territoriales. Un tel déclassement pourrait se traduire par des suppressions ou des remplacements de ces trains par des bus, au regard de l'austérité financière imposée aux régions. Au contraire, nous attendons de l'État et de la SNCF qu'ils garantissent leur pérennité et leur modernisation. Voilà quelles sont les exigences des cheminotes et des cheminots dans le cadre de cette réforme. Les rapports restent des rapports mais ne sont pas force de loi. Nous attendons donc du gouvernement des négociations pour intégrer les attentes que nous exprimons. Vous l'avez compris, entre le projet de loi récemment présenté et les revendications portées par la CGT et les organisations syndicales représentatives, il y a loin de la coupe aux lèvres. Cela signifie que le dialogue social doit se poursuivre et que les cheminotes et cheminots doivent être entendus et se retrouver dans la réforme à venir. Vous le savez, nos 4 organisations syndicales ont déposé une demande de concertation. Aucune réponse n'a été accordée à nos revendications dans le cadre de cette procédure d'alerte. Il en va de même concernant la réunion avec la direction de la SNCF dans le cadre du préavis de grève qui a suivi, couvrant cette journée. Certains prétendaient que la loi de 2007 réduisant notre droit de grève était faite pour améliorer le dialogue social. Force est de constater que c'est faux. Mais le gouvernement actuel le savait, puisque le Premier ministre et le ministre délégué au transport faisaient partie de la liste des parlementaires ayant fait un recours au Conseil constitutionnel. Ils sont aujourd'hui au gouvernement, mais aucun d'entre eux n'est intervenu pour modifier cette loi, et ce n'est pourtant pas faute de leur avoir rappelé. Il est bien que le ministre affirme ne pas vouloir toucher au statut social des cheminots, mais en toute chose, il faut être cohérent. Il est donc inacceptable que la SNCF use et abuse en toute impunité des emplois hors cadre permanent, par des contractuels, des emplois en CDI de droit privé, mais aussi par de l'intérim, des CDD, des stagiaires, utilisés sur des emplois inscrits au cadre d'organisation et de la sous-traitance et la filialisation à outrance. Comme le président de la SNCF, comment peut-il prétendre stabiliser l'emploi à la SNCF et annoncer 1086 suppressions en décembre 2012
et 750 en avril 2013. Nous exigeons une autre politique de l'emploi au sein d'une entreprise publique telle que la SNCF, notamment dans une période où le chômage